Bonjour à tous, ici Pasquale et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 et 4 de Yu-Gi-Oh! Reigns. Alors oui, je vais faire deux épisodes en une seule vidéo pour une simple et bonne raison, c'est que essayer de rattraper mon retard parce que j'ai pas eu le temps de faire toutes les reviews, donc jusqu'à l'épisode 7, hein, et je vais essayer de faire deux par deux. Donc ici, la review de l'épisode 3 et 4, comme je l'ai dit. Donc on commence tout de suite avec la review de l'épisode 3. Alors, pour l'épisode 3, on reprend directement après la fin de l'épisode 2, donc où le Playmaker bat le Chevalier de Hanoï. Et là, on a un petit truc, c'est que le Chevalier de Hanoï va s'auto-détruire, on a l'impression, pour emporter le Playmaker avec lui. Et là, on a Ignis qui grandit, se transforme en je sais pas trop quoi, pour avaler le Chevalier de Hanoï et le détruire, le disperser, je sais pas comment, juste pour protéger le Playmaker. Et là, on apprend quand même quelque chose d'important, c'est que si il s'était auto-détruit, emportant avec lui le Playmaker, ça aurait pu endommager le corps physique du Playmaker. Donc là, on a quand même encore quelque chose qui montre que le corps physique ou que le mental d'une personne dans le monde réel peut être affecté par quelque chose qui arrive dans le monde virtuel. Du coup, c'est assez étrange, puisque pour le moment, on ne sait pas comment il fait pour se connecter à Link Vrains, hein. Enfin, que devient son corps physique quand il se transforme euh, en son avatar dans Link Vrains, et ça serait sympa de le savoir, d'apprendre comment on va faire, comment ils font, puisque ça répondrait quand même à quelques questions, parce que bon, j'ai du mal à voir comment ça peut endommager un corps physique dans le monde réel, quand on blesse le corps physique, enfin quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde virtuel. Donc il faudrait voir pourquoi et comment ça se fait. Ce serait bien qu'ils expliquent tout ça. Donc bon, on passe sur ça. Après on a le Blue Angel Ego Nizuka qui arrive et qui va l'affronter le Playmaker. Et là le Playmaker, toujours fidèle à lui-même, même si je dis ça au bout de 3 épisodes, mais bon, c'est ce qu'il a monté pendant les 3 épisodes. Il s'en fout complètement, il les ignore et il disparaît parce que les deux ne les intéressent pas, quoi. Lui, tout ce qu'il veut, c'est combattre les chevaliers de Hanoï. Donc, il s'en va, il revient dans le monde réel, et là, on voit ce qu'on a appris tout à l'heure, c'est qu'il est quand même très très fatigué, son corps physique est très fatigué, euh, après le combat qu'il a fait avec les chevaliers de Hanoï. Donc, voilà, je suis vraiment très intrigué sur le fait que comment c'est possible, quoi. J'aimerais bien savoir. Donc, j'espère qu'on l'apprendra dans pas longtemps. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, cet épisode, il n'y a pas de duel, hein. On voit donc le patron, enfin non, pas le patron, le chargé de la sécurité de Sol Technologies, qui s'appelle Akira, je crois, si je me trompe pas. Bon, on va l'appeler comme ça, même si c'est pas ça, au pire, rappelez, dites-moi dans les commentaires. Donc, le Akira, on voit que qui parle avec les responsables de Sol Technologies, ou en tout cas ceux qu'on croit que ce sont les responsables, et leur dit qu'il faut pas arrêter Link Vrains, il faut laisser le Playmaker et les Chevaliers d'Hanoï s'entretuer, voilà, se taper sur la gueule, euh, pour pouvoir capturer plus facilement le Playmaker et, bien entendu, Ignis. Donc ensuite, on le voit parler à une femme en moto euh, qui il a charge de trouver la vraie identité du Playmaker, donc Yusaku. Voilà, on apprend juste ça, on sait que c'est une Uelis aussi. Mais bon, voilà, c'est tout. Ensuite, on a deux nouveaux personnages aussi. On a l'espèce de grenouille crapaud, je sais pas trop quoi, commentateur, et de l'oiseau caméra. Donc je pense qu'ils vont revenir assez régulièrement, puisqu'apparemment ce sont des journalistes de Lingrains. Donc voilà, là il y a un petit gag sur le fait que ils veulent filmer le Playmaker et l'interviewer, et t'as 3 personnes qui ont pris l'avatar du Playmaker et se font passer pour lui. Enfin voilà, c'est... Parce qu'on apprend quand même quelque chose d'important, c'est que tout le monde peut avoir l'avatar du Playmaker. Ça c'est quand même quelque chose d'assez important.
Enfin, pas que du playmaker, mais ça veut dire que quelqu'un peut prendre l'identité de quelqu'un d'autre, quoi. L'avatar de quelqu'un d'autre. Donc, on peut copier les avatars. Ça, on le savait pas. C'est une petite information assez intéressante, je pense. Enfin, je trouve, en tout cas. Ensuite, on arrive dans l'espèce de roulotte de Yusaku et son ami qui fait les saucisses. J'arrive jamais à retenir son nom. Désolé. Faudrait que je me le note quelque part, mais bon, on s'en fout. Et, bon, ils parlent parce qu'ils veulent récupérer la mémoire d'Ignis et savoir un peu d'où il vient, enfin voilà quoi. Donc lui il dit que ses souvenirs sont endommagés, donc qu'il reste plus que son œil. Et là on revient au premier épisode où il a été avalé par le dragon des chevaliers de Hanoï. Et du coup ça veut dire qu'il a avalé aussi toute sa mémoire. Donc il se souvient juste de quelques fragments. Et là, on voit quelque chose en fond. On voit qu'ils sont en train de matérialiser le Lynx, la carte Lynx, le décodeur Talker, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus. Bon, le guerrier Talker qu'on a vu quoi dans l'épisode précédent. Ils sont en train de le matérialiser en carte réelle, en carte physique. Du coup, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que c'est possible de le faire. Et du coup, ça m'intrigue. Pourquoi il le fait si il joue que dans Link Vrains? S'il joue que dans Link Vrains, il n'a pas besoin de carte physique. Donc ça peut laisser présager que à un moment ou un autre, on va avoir des duels dans le monde réel en master duel. Ce qu'ils appellent les master duels, c'est les duels qu'on connaissait jusqu'à présent, quoi. Pas de speed duel, quoi. Les vrais duels. Enfin, vrai. Voilà, vous m'avez compris. En tout cas, c'est une supposition, hein. On verra bien ce qui va se passer. Donc, là, bon, c'est ce que j'ai dit. Du coup, ensuite, on voit Akira qui va proposer à Go Nizuka, donc une des deux personnes duellistes phares du Link Vrains, il va lui proposer de devenir son sponsor, donc que Sol Technologies devienne son sponsor, si il affronte et bat le Playmaker afin de récupérer Ignis. Et là, on voit Go Nizuka qui refuse. Il lui dit que ça ne l'intéresse pas. Et on voit que en fait, il veut rester lui-même, quoi. Il veut pas devenir à la botte de quelqu'un. Ça, c'est assez sympa, je trouve. Donc on verra plus tard ce qui se passe. Alors là, je le fais pas dans l'ordre, je crois ce que je dis, mais c'est pas grave. De toute façon, vous avez des images. Enfin, dans l'ordre de la vidéo, de l'épisode, quoi. Mais c'est pas grave. Pas très très grave. Alors ensuite, on voit donc quelque chose d'assez intéressant et de perturbant, quelque sorte, enfin d'intrigant plutôt. Donc on voit Yusaku qui est en train donc de lire la mémoire ou de récupérer la mémoire de Ignis. Et là, Revolver, donc le chef des chevaliers de Hanoï, se rend compte que quelqu'un est en train de lire la mémoire d'Ignis. Yusaku coupe le courant et là, Yusaku sort dehors et il voit le dragon, un énorme dragon, avec sur lui le chevalier de Hanoï, un chevalier de Hanoï. Et quand je dis que c'est intriguant, c'est que Yusaku est dans le monde réel et qu'il voit, il voit le dragon avec le chevalier de Hanoï dans le monde réel. Alors que c'est avec son avatar du monde virtuel, hein. Et le dragon, c'est un monde virtuel quand même. Enfin, c'est un monde duel, quoi. Donc, comment c'est possible? Comment il peut voir quelque chose qui est dans le monde virtuel? Ou est-ce que le dragon et le chevalier sont venus dans le monde réel? Mais ça me serait trop bizarre. Du coup, mon seul truc, ma seule théorie, si on peut appeler ça une théorie, c'est que on apprend à un moment que Yusaku a une espèce de lien avec le Link Vrains et sûrement avec le Cyberverse. Mais ça, j'en parlerai peut-être plus tard. Pas dans cet épisode, hein, mais dans un épisode plus tard, quoi. Donc, on voit qu'il a un lien avec le réseau, on va appeler ça le réseau, quoi. Et peut-être qu'il a vu le chevalier de Hanoï venir en fait, mais dans le réseau en fait. Comment m'expliquer?
il a eu le pressentiment que le type venait, quoi. Donc nous, on a vu vraiment le type venir en réel, dans le monde réel, alors que c'est pas possible. Euh, Peut-être que Yusaku l'a... Enfin, on nous l'a montré comme ça pour nous montrer que Yusaku ressent sa présence, en fait. Ressentait qu'il était en train de venir. Je suppose, c'est une de mes théories. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, ça m'intéresse. Vraiment, là, pour le coup. Ensuite, donc voilà, donc bon, le chevalier d'Hanoï passe parce qu'il n'a pas retrouvé Yosaku parce qu'ils ont coupé le courant. Et là, Ignis dit que ce type était le chef des chevaliers de Hanoï et qui s'appelle Revolver. Et que bah, c'est lui qui... Enfin, et après on apprend que c'est lui qui a détruit les IA lors du premier épisode et qui a mangé tout le corps de Ignis et volé sa mémoire. Voilà. Ensuite, on a une scène très 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 importante, je pense. C'est là où Revolver est dans Link Reigns et d'un coup il y a un bruit et il se déconnecte du Link Reigns et là on voit le type du monde réel qui se dirige vers une espèce de chambre de stase où il y a son père en fait à l'intérieur. Alors, je sais pas exactement c'est quoi, hein, c'est un truc pour le maintenir en vie, alors que bah, il est malade apparemment, il lui est arrivé un truc, donc je pense que c'est une chambre de stase. Et je pense que c'est très important cette scène, parce que je pense que le père, en fait, c'était Revolver de l'époque où ils ont détruit, donc il a détruit les IA et pris la mémoire de Ignis. Je pense que c'était son père, et que lorsque Ignis a réussi à s'échapper, en fait, il a caché le cyberverse, et il a emprisonné dans le cyberverse le père, je pense. C'est pour ça que le père est dans cette espèce d'état catatonique. C'est une supposition, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Donc, et là, on voit le fils qui met la main sur la main de son père, quoi, pour dire c'est bon, je, je poursuis ce que tu as commencé, parce qu'on voit que le fils, justement, poursuit l'œuvre de son père, en tout cas, c'est ce qui fait comprendre. Et là, il y a une espèce de symbole sur la main du fils, et je pense que ce symbole sera important. Alors, je sais pas trop qu'est-ce qu'il représente. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans Link Race, dans les 2 premiers épisodes. Moi, je l'ai pas vu en tout cas, je l'ai vu nulle part. Du coup, si vous avez des théories aussi, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, je ne sais pas là pour le coup. On verra bien. À mon avis, on en apprendra beaucoup plus tard. Donc, voilà. Donc, c'est... bon, après, on a des scènes, on s'en fout un peu, hein. On voit que Yosaku a laissé donc son duel disc et Ignis chez lui, en fait, pour surveiller la maison, apparemment. Et on voit que Ignis essaye d'embobiner le robot pour lui dire qu'il va améliorer son IA. Bon, enfin, je vois pas, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'importance sur ça. Et ensuite, on termine par l'arrivée d'un chevalier de Hanoï dans Link Reigns. Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour cette review de l'épisode 3. Donc, on va passer à la review de l'épisode 4. Hein. Je vais pas faire de preview de l'épisode 4 vu que ça sert à rien, je vais faire une review directe. Donc, c'est parti pour la review de l'épisode 4. Donc, on commence cet épisode 4 directement avec Go Nizuka qui va dans un orphelinat avec les bras remplis de cadeaux afin de remettre les cadeaux aux enfants de l'orphelinat. Et là, Go Nizuka se rend compte que les enfants sont devenus fans et admiratifs devant le Playmaker, alors que on apprend qu'avant c'était Go Nizuka, la star des enfants. Et il a un peu mauvaise, hein, Go Nizuka, il faut dire que c'est... Voilà. Il a un peu mauvaise. Et du coup, ça le renforce dans l'idée d'aller vaincre le Playmaker afin de retrouver sa notoriété auprès des enfants de l'orphelinat et afin de prouver que le Playmaker est nul, quoi, que c'est lui le meilleur duelliste. Enfin, en tout cas, ils disent que c'est le numéro 1 des des duellistes charismatiques. Donc bon, voilà. Donc c'est un numéro 1. Je sais pas. Il doit y avoir plusieurs sections hein, dans Link Reigns.
puisqu'on a aussi Blue Angel qui apparemment est la numéro 1, mais elle, je pense que c'est des idols, enfin des duellistes idols. Donc on en apprendra peut-être plus tard, on verra. Donc on revient à Go Nizuka et à l'épisode. Donc bah du coup, il se met en tête vraiment d'aller affronter le Playmaker. Et là, il va voir Akira de Sol Technology, donc le responsable de la sécurité de Sol Technology, et accepte son offre, l'offre qu'il avait fait pendant l'épisode 3. Donc l'offre, il accepte que Sol Technology l'aide à affronter le Playmaker. Alors, les conditions, on les connaît pas, hein, mais voilà, il accepte l'offre. Donc ensuite, on prend directement, enfin, on arrive sur la chaîne où Yusaku en fait retourne chez lui. Alors là, ça reprend la scène, c'est à la fin de l'épisode 3 où euh, le type là, je sais plus comment il s'appelle, enfin celui qui est à côté de Yusaku en classe, dit qu'il y a un chevalier de Hanoi qui est arrivé dans le Link Brains. Et bah, du coup, ça reprend exactement là. Hein. Yusaku est parti de cours, il va chez lui. Et là, on voit que, bah, en fait, il habite dans un vrai taudis, quoi. Les murs, ils sont défoncés. Enfin, voilà, c'est pas joli, quoi, chez lui. Voilà, après, c'est pas non plus horrible, mais quand même, quoi. Les murs, voilà, quoi. Il habite dans un vrai taudis, hein, son truc. Hein, voilà. Mais bon. Donc, il arrive chez lui, il récupère son dueliste hein, qui a été en train de se faire gratter par le singe robot IA. C'était trop bizarre, mais c'est pas grave, cette phrase. Et là, on voit que ben, dans son taudis, en fait, c'est pas qu'un taudis, puisqu'il ouvre une porte secrète. Et la porte secrète est bourrée de technologie. Et bah, il va lui permettre de se matérialiser dans Link Brains, avec le Into Link Brains. Donc voilà, donc bah, Yusaku devient le Playmaker, arrive sur Link Brains, et en face, bah, il a le Chevalier de Hanoi qui est arrivé à la fin de l'épisode 3, hein, bien entendu. Et là, bah, Yusaku, enfin le Playmaker, on va l'appeler, se rend compte qu'il y a un souci avec ce Chevalier de Hanoi, et que ce n'est pas vraiment un Chevalier de Hanoi. Et là, on apprend que le Chevalier de Hanoi, en fait, c'est nul autre que Go Nizuka qui avait pris son avatar. Donc, on peut se dire que, avec l'aide de Sol Technology, peut-être qu'il a pris l'apparence d'un Hanoi pour, bah, pour pouvoir attirer le Playmaker. Et avec Sol Technology, avec l'aide de Sol Technology, il a créé un espèce de dôme aussi pour empêcher le Playmaker de se déconnecter de Link Brains et de l'obliger à s'affronter. Alors, moi, quand j'ai vu ce dôme, j'ai pensé à deux trucs. Donc, dans Yu-Gi-Oh, lorsque Yugi affronte, je crois que c'était un serviteur de Marek avec Slifer le dragon du ciel, où Yugi était dans ce dôme, bloqué dans ce dôme. Donc ce dôme m'a fait penser à ça, et m'a fait penser aussi au duel entre Jaden et l'Amazon dans la saison 2 de GX, je crois, où bah, les deux s'affrontaient, quoi, enfermés dans un dôme de fer. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça, voilà, bon, juste pour dire. Du coup, ensuite, bah, le duel va commencer. Hein. De toute façon, le playmaker n'a pas le choix. Donc, il monte sur leur planche de duel devant. Je sais même plus comment il s'appelle. Et bah, il lance un speed duel, évidemment. Hein. Et là, bah, ils s'affrontent. Alors, je vais pas raconter le duel. Hein. Ça serait trop chiant. De toute façon, si vous regardez la review, c'est que vous avez vu l'épisode. En tout cas, j'espère. Ou en tout cas, si vous l'avez pas vu, allez voir l'épisode après. Parce que le duel est quand même assez intéressant. Hein. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, c'est juste le début du duel. Il n'y a pas eu grand-chose encore pour le moment. Mais ça quand même annonce du lourd pour le prochain épisode. Du coup, voilà. Il faut le voir. Donc là, on apprend quelques petites informations. Hein. On voit les élèves, non, les enfants de l'orphelinat être fans du Playmaker et dire oui, vas-y Playmaker. Alors, c'est un peu bizarre quand même. Les enfants sont vite retournés en quelque sorte. Parce qu'avant, ils étaient fans de Go Nizuka. Hein. Pour eux, c'était le messie. Surtout qu'on apprend lors du duel que Go Nizuka, grâce à ses duels
l'argent qu'il gagne grâce à ces duels, l'offre à l'orphelinat afin d'assurer l'avenir des enfants. Donc, c'est plus qu'un duelliste, c'est quand même, je sais pas le mot, mais quelqu'un qui offre et qui aide ses enfants à la base, un mécène, on peut dire, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, voilà, qui offre quand même son argent à ses enfants, qui leur offre des cadeaux, voilà, qui les aide et que lui-même, donc Go Nizuka faisait partie de cet orphelinat quand il était plus jeune, donc c'est pour ça que ça lui tient à cœur et qu'il les aide, et voir ses enfants se retourner de Go Nizuka et aller vers le playmaker, c'est quand même assez étrange, je trouve. Après, c'est des enfants, hein, voilà, ils vont vers celui-là qu'ils trouvent le plus cool, mais quand même, quoi, ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, donc Playmaker et Go Nizuka s'affrontent, enfin le début du duel. On apprend que Go Nizuka joue un jeu en fait. Go Nizuka, c'est pas le numéro un des duellistes charismatiques pour rien, puisque ce qu'il fait, il fait un peu ce qu'on voit dans Yu-Gi-Oh depuis le début. Il se met en danger. Alors dans les autres Yu-Gi-Oh, ils se mettent pas en danger, hein, mais je vais m'expliquer. Go Nizuka en fait se met en danger, donc il reste avec pas beaucoup de points de vie, il se met volontairement en danger et ensuite se relève et tue son adversaire quoi. Le tue pas vraiment mais bat son adversaire quoi. Euh, il calcule tout en fait, il se met volontairement en danger pour battre son adversaire. Et ça c'est assez intéressant puisque de base c'est les héros des anciens trucs, que ce soit Yugi, Jaden, enfin tout le monde quoi. Les héros d'habitude ils sont en danger, ils se mettent pas en danger volontairement, mais ils sont en danger et ensuite avec peu de points de vie ils se relèvent et battent l'adversaire. Et là c'est marrant de voir que Go Nizuka adopte cette méthode mais volontairement quoi. Et ça je trouve ça assez intéressant, donc on verra au prochain épisode hein, qu'est-ce que ça va donner, mais voilà, c'est quand même une dimension assez intéressante je trouve. Donc voilà, on voit que du coup que Go Nizuka se met en danger, il perd quand même 2000 points de vie d'un coup, hein. C'est pas rien sur 4000. Et d'un coup il se relève, crée un monstre Link, à la surprise de tous, et s'apprête à attaquer le playmaker. Donc là, on voit que les enfants, les enfants se sont retournés, hein, sont revenus vers Go Nizuka et encouragent Go Nizuka. Donc voilà, c'est assez sympa. À mon avis, ils ont fait en sorte que, au début, que les enfants ben, soient admiratifs devant le playmaker, ne parlent que du playmaker, pour renforcer l'idée, pour obliger Go Nizuka à aller affronter le playmaker, mais qui ait encore plus envie quoi d'affronter le playmaker. Je pense qu'ils ont fait ça le scénario juste pour donner ce coup de fouet à Go Nizuka. Bon après c'est que mon avis, hein, c'est peut-être pas ça, mais bon voilà. Donc voilà, cet épisode finit un peu comme ça où Go Nizuka a un monstre quand même à 5600 je crois points d'attaque, je sais plus, mais vers ces eaux-là et qui en fait s'il attaque le playmaker, il le one-shot. Voilà, tout simplement. Parce que le playmaker n'a pas de monstre assez puissant pour résister à l'attaque de Go Nizuka, voilà, tout simplement. Et ça se finit comme ça, cet épisode se finit comme ça, avec un plan assez magnifique quand même, hein, où Go Nizuka est de dos et il laisse le playmaker derrière lui, il est de dos et dire voilà, je vais te battre quoi pour montrer un peu l'importance. Je trouvais ça sympa moi. Euh, bon après il se retourne mais bon, ça a quand même plus d'impact. Alors on voit que Go Nizuka, hein, donc bon là c'est terminé l'épisode mais je blablate quand même un peu. On voit que Go Nizuka est quand même attaché au catch, déjà sa tenue, l'espèce de s'appelle de ceinture de champion qu'il a aussi, et tous ces monstres sont basés sur le catch. On a l'impression, enfin c'est ce qu'il dit en plus, hein, donc voilà. Après je m'y connais pas vraiment en catch, du coup je pourrais pas dire plus, mais voilà, on a quand même un style de jeu où ces monstres et son style de jeu est basé sur le catch apparemment. Voilà, petite information en plus. Donc voilà pour cette review de l'épisode 4.
Alors, avant de nous quitter, je voulais dire quelque chose sur l'épisode 3 que j'ai oublié de dire lors de la review, donc au début de cet épisode. C'est que c'est assez étrange, puisque depuis le début, on voit que le Playmaker, ou Yusaku, hein, qui sont la même personne, ont toujours un truc en 3 quoi. Je veux dire, ils disent en un il y a ça, en 2 il y a ça, en 3 il y a ça. Enfin, si vous avez vu les épisodes, vous avez dû sûrement le remarquer, hein, qu'ils disent souvent des trucs comme ça. Et lors de l'épisode 3 à un moment, on voit Revolver faire la même chose, dire exactement la même chose. Enfin, un 2 et 3. En un il y a ça, en 2 en ça, il y a... Et du coup, c'est assez étrange comment ça se fait que ces deux personnages qui se connaissent pas à prime abord, aient le même tic. C'est quand même assez étrange, hein, je trouve. Du coup, là, pour le coup, j'ai pas vraiment de théorie. Alors, j'en ai peut-être une. Peut-être qu'ils se sont connus quand ils étaient petits, et que Yusaku s'en souvient plus, hein. Revolver, il fait pas le rapprochement entre lui et enfin entre Yusaku et le Playmaker, mais peut-être qu'ils se sont connus quand ils étaient petits ou qu'il y avait un lien avec eux quand ils étaient petits. Forcément, il doit y avoir un lien parce que comment deux personnes qui se connaissent pas ont exactement le même tic, quoi. Alors, en vrai, ça existera sûrement, mais dans un animé, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, il y a forcément quelque chose. Du coup, on verra bien. Si vous avez des théories, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires. Donc voilà pour cet épisode, donc on va finir cet épisode, enfin cette vidéo, oui l'épisode 4 et 3, donc cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez justement des idées, si je dis de la merde, dites-le moi dans les commentaires, ce que vous pensez aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou à ne pas liker si vous n'avez pas aimé. Vous faites ce que vous voulez. À partager cette vidéo si vous connaissez des gens qui aiment Yu-Gi-Oh! Vrains ou Yu-Gi-Oh! En général. Pourquoi pas, ça me ferait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour la review du prochain épisode. Parce que oui, je fais pas de preview de l'épisode 5. Parce que je vais tourner tout de suite, enfin enregistrer tout de suite après la review de l'épisode 5. Et du coup, ça a aucun intérêt. Vous aurez la review de l'épisode 5 de toute façon un jour après que celle-là soit upload. Enfin, mise en ligne plutôt. Voilà. Donc, à la prochaine et portez-vous bien. Ciao.